Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RoseUp Association. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, RoseUp est une association de patients qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. J'insiste un peu sur tout type de cancer parce qu'on nous associe encore un peu trop au cancer du sein, mais on traite vraiment de tous les cancers qui peuvent toucher les femmes. Nous vous informons via le Rose Magazine que vous pouvez 1, 2, 3, que vous pouvez retrouver dans vos hôpitaux, mais également directement chez vous si vous êtes adhérente de notre association. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, via ma maison Rose Up, qui propose donc des ateliers et des webinaires en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits au travers de plaidoyers puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Par ailleurs, nous proposons un accompagnement à vos proches. Donc, n'hésitez pas à adhérer à notre association pour soutenir nos missions. C'est 30 euros par an et voilà, cet argent sert à toutes les missions que je viens de vous décrire. Je vais me présenter, je m'appelle Émilie Goyer, je suis journaliste scientifique. Alors pourquoi je précise scientifique? Parce que j'ai une formation scientifique. Voilà, je suis docteur en biologie. Aujourd'hui, j'anime un webinaire sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la cancérologie et j'ai avec moi le docteur Watson que je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à toutes les personnes donc qui sont connectées. Donc effectivement, je m'appelle Sarah Watson, je suis oncologue médicale et chercheuse également à l'Institut Curie à Paris. Donc je partage vraiment mon temps entre mon activité clinique où je m'occupe principalement de cancers un petit peu rares, principalement des sarcomes, et puis mon activité de recherche, où je dirige un petit groupe de recherche à l'Institut Curie, où on travaille sur la biologie des cancers d'une façon générale, et où en fait on a une expertise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et de pouvoir échanger sur ce sujet de l'intelligence artificielle en cancérologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste une petite précision pour les participantes. Pour poser vos questions, il faut que vous cliquez sur l'onglet qui est Q et R en bas de votre écran. Et je prendrai, voilà, je noterai votre question et je la poserai au fur et à mesure du webinaire. On va commencer par une question de base, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est en fait l'intelligence artificielle? Ouais, alors c'est déjà une vaste question parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Quand on parle d'intelligence artificielle, on l'associe assez facilement à ChatGPT, l'explosion un petit peu, je dirais, ces 2, 3 dernières années de cet univers d'intelligence artificielle autour de nous dans notre quotidien. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut se dire existe depuis très longtemps. Globalement, la première fois que le terme intelligence artificielle il a été utilisé, on était dans les années 40-50. Vous connaissez peut-être Alan Turing, qui était du coup, un très grand mathématicien britannique qui a travaillé pendant la guerre à développer des codes en fait pour décrypter les codes secrets des nazis, et en particulier donc cette fameuse machine qu'on appelait Enigma. Donc c'était un mathématicien et c'est lui qui la première fois a introduit ce terme intelligence artificielle qui en gros dit on appelle intelligence artificielle tout comportement qui s'apparente à celui des humains. Donc en gros raisonner, apprendre, mais qui est réalisé par une machine. Donc c'est un terme extrêmement large et c'est pas du tout quelque chose de récent, c'est quelque chose qui existe finalement depuis les années 40-50, les premières machines sur lesquelles on a pensé qu'elles étaient capables de faire des choses comparables à l'activité des humains. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle explose finalement et pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé avant? C'est parce que l'intelligence artificielle, finalement, pour qu'elle soit puissante, il faut se dire que c'est deux choses. C'est des algorithmes qui vont travailler avec des ordinateurs. Et donc, ces ordinateurs, pour qu'ils travaillent bien, il faut quand même qu'ils aient une certaine puissance de calcul. Il faut que les algorithmes soient au point et que la puissance de calcul des machines soit bonne. Et l'autre chose, c'est que ces algorithmes, ils analysent des données. D'accord? Donc on a là les deux aspects majeurs de l'IA qui sont en fait un petit peu responsables du fait que ça s'est pas développé avant, enfin en tout cas que ça s'est pas beaucoup développé avant les années 2020. C'est parce que il nous manquait d'abord les puissances de calcul. On avait des machines, mais qui étaient pas suffisamment puissantes pour analyser plein de choses. Et puis surtout, il nous manquait les données.
Les données, c'est quoi? Les données, bah, ça peut être des tas de choses. Ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être du son, ça peut être plein de choses. Et dans le domaine de la santé, bah, vous imaginez qu'il y a plein de types de données aussi. Mais ces données, bah, elles n'étaient pas disponibles, elles n'étaient pas accessibles. Et donc, c'est l'avènement de la numérisation en masse des choses qui a permis d'avoir accès à ces bases de données et donc qui a donné à manger à ces outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment ça le concept, c'est l'IA, ça existe depuis longtemps, mais il nous manquait la puissance de calcul, les données. Aujourd'hui, on a les données et la puissance de calcul, donc c'est pour ça qu'on fait face à cette explosion-là. Voilà. Alors, vous avez parlé de machines à qui on apprend des choses. C'est vrai on entend souvent le terme machine learning, donc apprentissage de la machine, si je veux traduire. C'est différent de l'intelligence artificielle, c'est imbriqué, c'est... Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA, c'est vraiment donc quelque chose de très large, hein. Je vous ai dit, c'est tout comportement présenté par une machine qui ressemble au comportement d'un humain. Le machine learning, qu'on appelle aussi l'apprentissage automatique, c'est en fait un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Il faut imaginer qu'il y a différents types d'IA et le machine learning, c'est un type d'IA. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un champ particulier de l'intelligence artificielle où en fait on va donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données, d'apprendre d'elles-mêmes. On ne va pas explicitement les programmer pour apprendre, mais elles vont apprendre d'elles-mêmes. Donc vous allez globalement donner soit des images, soit du texte, soit ce que vous voulez. La machine d'elle-même, elle va être capable, comme un bon élève finalement, d'ingurgiter toutes ces données et donc de les reconnaître et de les analyser. Donc c'est vraiment le machine learning, un sous-ensemble de l'IA et qui est basé sur l'apprentissage. Et donc c'est des algorithmes assez poussés et c'est ceux qui vont être le plus développés dans le domaine de la santé. Hein, dans le domaine de la santé, aujourd'hui, l'immense majorité des outils d'IA qui sont développés utilisent le machine learning. C'est-à-dire qu'ils apprennent à partir de données. Voilà. On donne un exemple de machine learning très basique. Je ne sais pas si c'est par exemple, on demande à une machine de reconnaître un chat et on lui dit que ça a des moustaches, deux oreilles. Alors là, on rentre encore dans un domaine de complexité particulier, c'est que dans le cadre de l'apprentissage, donc on a parlé de l'apprentissage, on apprend, la machine apprend quelque chose. Mhm. L'apprentissage, en fait, il peut être soit supervisé, soit non supervisé. Supervisé, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est en gros, on veut apprendre à la machine à reconnaître des chats au milieu de plein d'animaux. Et donc, vous allez lui donner plein d'images de plein d'animaux. Et chaque image, vous aurez tagué si c'est un chat ou si c'est pas un chat. Donc, en gros, les chats, vous aurez écrit chat. Et puis, les canards et les machins, vous allez mettre c'est pas un chat, c'est pas un chat, c'est pas un chat. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une intervention humaine. Vous avez mis le tag, chat ou pas chat. D'accord? Donc là, la machine, elle va être capable d'apprendre. Elle va voir qu'il y a des moustaches, elle va voir qu'il y a des griffes, elle va voir machin. Et puis, elle va dire, bah, ça, c'est les attributs du chat. Et je suis capable de reconnaître les chats. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire que là, il n'y a pas d'intervention humaine. Vous allez donner toutes les images d'animaux et vous allez dire à la machine, regroupe-moi ce qui va ensemble et ce qui ne va pas ensemble. Et donc là, il n'y a aucune intervention humaine, vous n'avez pas dit chat ou pas chat, mais votre machine, normalement, elle est quand même capable de mettre ensemble les choses qui ont des moustaches et les choses qui n'ont pas de moustaches, en tout cas d'identifier des particularités des données qui vont soit les rassembler, soit les distinguer. Et donc ça, l'apprentissage non supervisé, c'est très très puissant dans le domaine de la santé parce que du coup, on donne à la machine la possibilité d'identifier des choses que nous, on n'a pas vues, hein, et qu'on n'est pas capable de voir. Voilà. Donc en gros, c'est ça, on peut apprendre à partir d'images, à partir de textes, soit d'une façon supervisée, soit d'une façon non supervisée, et les deux sont très utilisés en santé. Voilà. On va venir aux applications en santé et en cancérologie. Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'intelligence artificielle en cancérologie? Alors, je dirais que ce Ça qu'il répond à faut quelle se... problématique en fait? Ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il faut se dire, alors c'est en cancérologie, mais ça peut même, on va parler de cancérologie aujourd'hui parce que c'est ce qui nous intéresse, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans le domaine de la médecine aujourd'hui, euh, nous, médecins, mais aussi les patients et les soignants et les aidants, on est la source de la création de multiples types de données. D'accord? Euh, je vais prendre des choses assez simples, mais dans le domaine de la santé, bah, par exemple, la première consultation chez le médecin, on va noter votre poids, votre taille, on va vous demander quels sont vos antécédents médicaux. Tout ça, c'est des données cliniques. D'accord? Ces données cliniques, maintenant, aujourd'hui, elles sont quasiment dans 100% des centres rentrées dans des dossiers médicaux informatisés. Donc, c'est des données de texte. D'accord? Et ça, c'est un type de données qu'on peut tout à fait utiliser.
On pourrait se dire, par exemple, je veux voir si tel type de cancer est plus fréquent chez les gens jeunes ou les gens âgés. Ben, on peut très bien faire un outil qui automatiquement regarde, en fonction de l'âge, la distribution du type de cancer. Donc, on a plein de types de données. On a les données cliniques, mais on a aussi des données d'imagerie, par exemple. Donc, les données d'imagerie, c'est toutes les données qui vont être issues des scanners, des TEP scanners, des mammographies, des IRM. Tout ça, c'est des images numériques, d'accord? Et c'est aussi des données qui vont être très intéressantes pour l'utilisation de l'IA. Et puis encore, comme type de données d'image, on peut avoir aussi les images des lames, d'anatomopathologie. Donc vous savez que quand on fait un diagnostic de cancer ou quand on fait une chirurgie d'un cancer, il y a un médecin qui s'appelle un pathologiste, qui est un médecin qui est le médecin spécialiste pour analyser la pièce opératoire ou la biopsie au microscope, regarder l'aspect des cellules, leur forme, leur organisation et poser le diagnostic de cancer. Eh ben, ces lames d'anatomopathologie, aujourd'hui, elles sont numérisées dans l'immense majorité des centres qui prennent en charge des patients. Et donc, elles constituent aussi des données d'imagerie qu'on peut analyser automatiquement. Puis après, il y a tout le champ des autres types de données qu'on peut imaginer, les données moléculaires. De plus en plus, aujourd'hui, on fait des tests moléculaires sur les cancers. Donc, des données génétiques, des données d'expression de gènes. Tous ces types de données sont des données qu'on génère en routine dans le cadre du soin. Et puis, il y a aussi plein d'autres types de données qu'on génère dans le cadre de la recherche aujourd'hui. Donc, des fois, vous pouvez être impliqué pour participer dans un essai clinique où il y a des prélèvements en plus, des choses. Tout ça, c'est des données qu'on génère. Et toutes ces données, finalement, elles vont être une formidable source pour l'IA. Alors, l'IA, à quoi ça sert? On a ces données, qu'est-ce que ça va nous apporter en plus? Déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça va nous permettre d'automatiser certaines tâches, d'accord? Des tâches qui peuvent être un peu répétitives ou un peu laborieuses, pour lesquelles il n'y a pas forcément une plus-value à ce que ce soit du temps humain qui soit. Et donc, je prends un exemple très simple. Dans le cancer du sein, quand on fait un diagnostic de cancer du sein, une des étapes majeures, c'est d'évaluer si la tumeur exprime, par exemple, les récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone. Est-ce que on est face à un cancer du sein hormonodépendant ou pas hormonodépendant? Ça va complètement changer la prise en charge thérapeutique. Et bien, par exemple, quantifier les récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, il faut vous imaginer que c'est un médecin qui est derrière son microscope et qui compte, d'accord, les cellules au microscope, il compte, et puis ensuite il regarde l'intensité, et puis il met un score. Ok. Donc c'est quelque chose qui en fait peut être fait complètement de façon automatisée par une machine. Ce sera beaucoup plus précis, ça ira beaucoup plus vite. En termes de quantification d'un patient à l'autre, parce qu'on peut se dire que le pathologiste, quand il arrive à sa 400e lame de la journée, bah, peut-être qu'il regarde un petit peu moins bien qu'au tout début de sa journée. Et bien là, on va avoir quelque chose finalement de rapide, de robuste, d'automatisé, qui va être beaucoup plus fiable que l'œil du pathologiste. Donc il y a déjà ça, l'automatisation de certaines tâches un petit peu répétitives. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est super parce que ça permet de gagner du temps, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est finalement de créer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau qu'on n'est pas capable de faire. Et donc l'IA en cancérologie, elle va nous permettre quoi? Elle va nous permettre d'analyser des données très complexes, des données de très haute dimension, et par exemple d'intégrer des données issues des lames numérisées, des données radiologiques pour par exemple prédire l'évolution d'un cancer ou prédire la réponse à un traitement. Si on est capable de savoir à l'avance, je pense à quelqu'un qui serait atteint d'un cancer métastatique, aujourd'hui, on suit généralement un programme de soins. Il y a une première ligne qui est la première ligne classique, puis si elle ne marche pas, on passe à la deuxième ligne, etc. Là, si on sait d'emblée, grâce à l'IA, que la première ligne ne va pas marcher, ben on évite un traitement qui ne sert à rien et on passe d'emblée au traitement qui marche. Et puis même encore plus loin que ça, on peut imaginer, et ça va arriver dans un futur assez proche, que l'IA aujourd'hui, l'IA générative, c'est-à-dire l'IA capable de créer du nouveau contenu, ben, elle va aussi être capable de nous créer des nouveaux médicaments auquel D'accord. l'homme n'avait pas pensé, en analysant les données issues des particularités du cancer et finalement de créer des nouvelles structures chimiques vraiment ciblées. Et ça, c'est pas du rêve, on n'est pas Oui, oui. si loin que ça. La création de nouvelles structures chimiques par l'IA, ça marche très très bien. Et donc ça va arriver, c'est des essais cliniques qui vont arriver. Donc il y a, je dirais vraiment deux aspects, l'automatisation des tâches. Et puis vraiment la création de nouvelles choses finalement. Et c'est ça qui nous fait tous un petit peu rêver. Puis un dernier point qui pourrait aussi être intéressant, c'est de se dire que l'IA, ça peut être un super assistant pour plein de choses. Et donc, par exemple, pour gérer les données médicales, on sait que voilà, il y a plein quand on cherche de l'information, que ce soit les patients qui cherchent de l'information ou les médecins qui cherchent de l'information, bah, l'IA, elle peut accélérer les choses pour permettre d'identifier les articles qui sont pertinents, ou pour donner des informations pertinentes, ou pour traduire des comptes rendus médicaux, les rendre accessibles aux patients, parce que des fois, le compte rendu médical de son
oncologue, on n'y comprend rien du tout. Et par contre, il y a un outil qui permet de le rendre finalement accessible avec un langage qui soit adapté, bah ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire faire à l'IA. Donc potentiellement plein de choses. Voilà. D'accord, donc on a commencé à aborder là, un peu toutes les applications possibles. Est-ce que actuellement on se sert de l'IA en routine en cancérologie? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a énormément d'outils d'IA qui sont développés. Tous les jours, hein, si on fait de la recherche bibliographique, on trouve plusieurs dizaines de nouveaux outils d'IA qui sont publiés, qui sont rapportés. Ceux-ci sont plus ou moins pertinents, déjà d'un point de vue scientifique, ils répondent à des questions plus ou moins pertinentes. Mais finalement, ceux qui sont utilisés dans la vraie vie, il y en a beaucoup moins que ceux qui sont développés. Donc il y a encore un petit peu je dirais une frontière entre les deux. Mais oui, l'IA est utilisée en routine en santé. Faut vous dire que je vais donner des exemples dans le domaine de la cancérologie parce que c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'endroits en anatomopathologie où les pathologistes vont être capables d'utiliser finalement des outils d'IA qui vont leur permettre de délimiter les zones qu'il faut analyser en priorité ou de compter, comme on l'a dit tout à l'heure, les récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone. Donc plutôt, on est sur des choses de l'automatisation de tâches. Il y a aussi de l'utilisation de l'IA en cancérologie dans tout le domaine de la radiothérapie. Par exemple, il faut vous imaginer que la radiothérapie, donc quand on fait de la radiothérapie, par exemple, on va faire de la radiothérapie après un cancer du sein, on imagine que c'est un cancer du sein à gauche, qui a eu une chirurgie d'exérèse, une tumorectomie, et donc on sait que la radiothérapie réduit le risque de récidive locale après le cancer. Et donc on veut irradier du coup la glande mammaire restant en faisant une petite surimpression sur la zone où il y avait la tumeur, c'est ce qui se fait classiquement. Bah, il y a quand même le cœur qui est derrière, il y a les poumons, il y a des organes qu'on appelle à risque, qu'on ne veut surtout pas irradier. Et donc il y a toute une étape dans la radiothérapie, et les femmes qui sont passées dans ce process de radiothérapie savent qu'il y a toujours un scanner de positionnement avant qu'on débute la radiothérapie. Ce scanner de positionnement, il sert à faire ce qu'on appelle l'étape de contourage. L'étape de contourage, c'est on délimite vraiment de façon très précise la zone sur laquelle on veut délivrer la radiothérapie et les organes qu'on veut protéger, là où on veut qu'il y ait le moins de doses de rayons possible. Ça, c'est pareil. Jusqu'à il y a très peu de temps, on le faisait à la main. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on prenait le scanner et puis avec un outil de délimitation sur le scanner, on allait segmenter le cœur, entourer les poumons. Vous imaginez bien que quand on arrive au 40e patient de la journée, bah, on entoure un petit peu moins bien Alors, et que la radiothérapie. ça paraît très artisanal quand vous en parlez. Exactement, bah, c'était comme ça qu'on faisait, d'accord? Alors on le fait précisément, mais n'empêche que c'était quand même fait à la main d'entourer les structures à risque. Aujourd'hui, il y a des atlas qui sont très précis anatomiques et donc des outils d'IA qui ont été développés à partir de ces atlas pour contourer de façon automatique et beaucoup plus précise. Donc il y a aujourd'hui très grande majorité de gros centres de cancérologie, de radiothérapie où cette étape de contourage aujourd'hui elle est faite de façon automatisée. Elle est bien sûr vérifiée après par les médecins. Mais donc voilà, ça c'est un autre exemple d'une tâche automatisée. On a dit, l'autre grand volet, il y a l'automatisation, mais il y a aussi la création de nouvelles choses, faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Est-ce que ça, l'IA aujourd'hui en cancérologie, elle est là? Alors là-dedans, on est encore un petit peu on est encore un petit peu en retard, je dirais, enfin en retard. On n'est pas en retard, mais ça met un petit peu plus de temps à se transférer parce que l'IA a été plus vite que la réglementation, je dirais. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on sait évaluer un nouveau médicament, évaluer une IA, c'est pas très très clair. Donc aujourd'hui, Comment on les le fait, valide, ces outils, ouais. on va peut-être en parler un petit peu à la fin. Là, dans le domaine de la création de nouvelles choses, je peux donner un exemple d'un outil qu'on a développé à l'Institut Curie, qui est un outil qui est vraiment basé sur l'analyse des données moléculaires des cancers. Donc en fait, nous, la question qu'on s'est posée, on a voulu répondre à une problématique particulière, qui est la problématique des cancers qu'on appelle de primitifs inconnus, qui sont des cancers diagnostiqués dans tous les cas à un stade de métastase. Donc on trouve des métastases chez les patients, et en fait, on fait tout le bilan de ces métastases et on est incapable de savoir d'où elles viennent. Parce qu'en Voilà. fait, il y a des C'est tumeurs un, partout et on ne sait pas où Exactement. On trouve pas de tumeur primitive, d'accord? Alors on a tous en tête l'idée que des métastases, elles viennent bien d'un endroit, on est tous convaincus de ça, mais là, on fait tout ce qu'il faut, on fait tous les scanners, les PET scanners, les choses, il y a des métastases, mais il n'y a pas de tumeur primitive. Et donc ça, c'est des cancers rares, et c'est des cancers qui sont très graves, parce que bah, justement, on sait pas trop comment les soigner, on sait pas trop d'où ils viennent, et voilà. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil d'intelligence artificielle qui a appris, si vous voulez, à reconnaître un petit peu l'empreinte moléculaire, l'empreinte génétique de plein de types de cancers sur leur base de leur profil moléculaire. Et puis ensuite, on a testé.
des profils de cancer de primitif inconnu pour voir s'il était capable d'identifier la tumeur primitive. Et effectivement, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que dans 80% des cas à peu près, cet outil, il arrive à retrouver la tumeur d'origine qu'on n'avait pas trouvée avec des moyens standards. Donc ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. Et donc ça, on l'a transféré très très rapidement dans le soin, parce qu'on est sur une maladie rare pour laquelle il n'y a pas de standard, on n'a pas de traitement validé, et donc du coup, on a tout de suite vu l'intérêt. Et donc cet outil qu'on avait développé au laboratoire, très très vite, aujourd'hui on l'utilise en routine à l'Institut Curie, mais pas uniquement, et sur tout le territoire national pour tous les cancers de primitifs inconnus. Donc c'est un exemple, mais il n'y en a pas énormément. Voilà. Mais ça va arriver, c'est sûr. La question qui va se poser, c'est oui, effectivement, l'évaluation et la validation de ces outils. On parle aussi de l'IA pour le dépistage, notamment le dépistage du cancer du poumon, parce qu'il y a le problème de la double lecture quand on détecte un événement en mammographie ou sur un scanner. Il y a toujours, en France, il y a toujours une double lecture. Cette double lecture, elle est faite par un humain, sauf qu'on, d'après ce que j'ai compris, on manque un peu de temps humain. Donc l'idée, ça serait aussi d'aider, de se faire aider par l'IA à ce niveau-là. Absolument. Donc pour le dépistage, l'IA, elle est très bonne, hein. On est sur de l'analyse d'image. Donc détecter sur une mammographie une image anormale qui est un cancer, c'est facile pour un outil d'IA. Et ce qu'on a vu, c'est que donc sur maintenant beaucoup d'études hein, qui ont été faites, c'est que l'IA faisait aussi bien que les radiologues pour repérer les structures anormales. Et même là, il y a des données récentes qui montrent que sur des mammographies qui auraient été prédites, enfin, qui auraient été classées normales par des radiologues, l'IA est capable de prédire la survenue d'un cancer du sein dans les années qui viennent. Donc, c'est-à-dire qu'elle voit des choses que notre œil ne voit pas. Sur la base Alors, de... qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une vraie question. On sait qu'on a un risque de cancer du sein. Est-ce qu'on surveille plus? Moi, je pense que ça va amener à une surveillance plus rapprochée. Il faut surtout pas aller opérer avant, hein, voilà. Mais en tout cas, ça peut amener à comment dire, des stratégies de dépistage très personnalisées en fonction du risque qui pourrait être quantifié par la machine. Rassurer des femmes en leur disant là, vous n'avez pas de risque dans les 5 ans, votre prochaine mammo, on peut la faire dans 5 ans. Et par contre, certaines autres, leur dire là, il y a un risque qui est significatif. Peut-être qu'au lieu de faire tous les 2 ans, on va faire tous les 6 mois ou tous les ans, et ça permettra d'agir plus tôt. Donc oui, l'IA, mais alors là, on est déjà dans des choses qui sont utilisées dans certains centres. S'il y a des femmes qui font leur mammographie dans certains cabinets de radiologie de ville, il se peut très bien que vous voyez que la deuxième lecture a été faite par tel outil, voilà. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein d'outils de détection d'anomalies d'image et que finalement, on n'a pas d'études très claires qui nous aient montré lequel de ces outils était le plus adapté et le plus performant. Et c'est là-dessus que je veux vraiment insister, c'est que un outil d'IA, il est bon pour faire une tâche sur laquelle il a été entraîné. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, s'il a appris à reconnaître des cancers sur des images de mammographie, de milliers de patientes françaises prises en charge, je dis n'importe quoi, entre 2000 et 2010. Mhm. On ne peut pas euh, penser que cet outil va être bon pour détecter des cancers du sein chez des femmes américaines entre 1980 et 1990. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que du coup, la représentativité des données qu'on a utilisées pour l'entraînement de la machine, elle est cruciale quand on souhaite étendre l'utilisation d'un outil d'IA. Un outil d'IA entraîné sur des données qui ne correspondent pas aux données que vous allez tester ensuite, vous ne pouvez absolument pas assurer sa fiabilité. Et donc c'est là la difficulté, c'est que dans un certain nombre de ces outils d'IA qui aujourd'hui sont déjà un peu sur le marché, bah, on ne sait pas trop sur quoi ils ont été entraînés. D'accord? Est-ce que l'outil d'IA qui est dans le cabinet de radiologie de rue, je sais pas quoi, il a été entraîné sur des femmes qui correspondent à ma situation le jour où je vais faire ma mammographie? Bah, je suis obligée d'espérer que oui, voilà. Et on peut se dire que, on espère que voilà, que c'est adapté. Mais il faut être très vigilant par rapport à ça. Alors aujourd'hui, des données de mammographie, heureusement, c'est des données, on en a énormément et donc elles risquent de ne pas être biaisées parce qu'on est capable d'inclure des données de femmes, d'âge, d'âge, d'ethnicité, d'origine, de niveau social, de comorbidités différentes. Et donc, je pense qu'on est capable d'être exhaustif sur les variabilités de la population. Mais pour d'autres types de tâches, il faut se garder ça en tête.
l'IA n'est capable de reconnaître que ce qu'elle a appris à reconnaître. Et donc, attention aux biais sur les données d'apprentissage. Ouais. Alors juste, il me semble que pour dans le cadre du dépistage organisé, c'est quand même très encadré par nos autorités de santé. Absolument. Absolument. Et c'est sûrement pas des outils qui sortent de nulle part qui sont utilisés. Et on comprend bien que oui, en effet, bah, on va peut-être venir à ça, on reviendra aux applications. C'est que il faut l'entraîner l'IA, donc il faut lui donner des données, que ce soit ce que vous disiez, du texte ou des images, et ça va vraiment conditionner les résultats qu'elle va donner. Donc il y a un enjeu là sur les données qu'on produit pour l'IA. Absolument. Absolument. Donc, ce qui nourrit l'IA aujourd'hui, et l'IA en cancérologie, c'est essentiellement les données de santé, hein. Donc, les données de santé, on l'a dit tout à l'heure, c'est celles qui sont générées dans le cadre du soin, c'est celles qui sont générées dans le soin courant, c'est celles qui sont aussi générées par la recherche potentiellement. Et donc, c'est des données qui ont un enjeu majeur, hein, et donc, on n'y pense pas souvent, très souvent quand vous allez sur un site internet. euh, vous acceptez des trucs là sans trop les lire, genre vous lisez même pas le truc qui vous dit vos données vont pouvoir être réutilisées, mais enfin parce que voilà, vous voulez aller sur le site et vous acceptez sur le truc. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, les données de santé ont un enjeu majeur. D'accord? Quand votre Apple Watch vous enregistre votre rythme cardiaque toute la journée et puis que vous rentrez dessus votre poids, votre machin, votre truc, si vous avez coché, parce que ça allait vite à Google, enfin à Apple, que vous acceptez de partager, tout part sur les données et vous savez pas ce qui est. Voilà, vous n'y avez même pas pensé, vous avez juste accepté. Voilà. Donc, dans le domaine de la santé, les données de santé sont des données cruciales. C'est des données on ne peut pas faire sans. Donc, on a besoin que les patients soient convaincus de l'intérêt de partager leurs données de santé, mais il faut que de notre côté, on assure leur protection. C'est-à-dire qu'en gros, que ces données de santé, elles ne permettent pas de réidentifier les patients, par exemple, ou que ces données de santé, elles partent pas n'importe où, qu'on les revende pas à l'industrie, qu'on n'en fasse pas des choses, voilà. Donc tout ça, il y a un vrai enjeu sur les données de santé, et c'est pour ça que potentiellement, et je pense aux femmes qui sont connectées, qui sont été soignées ou qui sont en train d'être soignées, on vous a peut-être dans votre centre demandé de signer des consentements de non-utilisation, non-opposition de réutilisation des données pour le soin ou pour la recherche. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Voilà, par exemple, à l'Institut Curie, il y a un livret d'accueil où on explique ce que c'est que les données de santé. Et on dit, voilà, vos données de santé, elles sont majeures pour qu'on puisse faire avancer la science, pour qu'on puisse faire avancer la médecine. Est-ce que vous autorisez qu'on réutilise vos données de santé? Et vous avez tout à fait le droit de vous opposer. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit de vous opposer. Dans ce cas-là, vos données ne seront jamais utilisées pour ce type d'outil. Si par contre vous acceptez, bien évidemment, qu'on anonymise, enfin, qu'on pseudonymise toutes ces données, c'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas possible de revenir au nom et prénom et âge enfin, de réidentifier les patients. Mais en tout cas, c'est des données qui vont servir pour justement bah, garantir de ces datasets d'entraînement qui sont majeurs, hein, parce que si les outils sont entraînés uniquement sur Une des population. effectifs biaisés, et ben, on va à la fin avoir des outils biaisés. D'accord. Donc ça veut dire que quand on passe notre mammo annuel ou quand on va faire un scanner, systématiquement on nous demande si on peut utiliser ou pas ces données pour. Alors, pas systématiquement, ça dépend de l'endroit où vous êtes, où vous faites vos examens. Il y a des endroits où ils sont pas du tout impliqués dans ce mécanisme de recherche, et voilà, et que si vous allez faire un scanner dans un centre de radiologie classique, il est peu probable qu'on vous demande de signer parce que de toute façon, on réutilise. En tout cas, on n'a pas le droit, pour le Oui. coup, sans votre accord de réutiliser. Dans des centres où la recherche est quelque chose d'important, on va très facilement vous demander si vous êtes d'accord, de partager vos données de santé. Alors souvent, c'est fait sous forme de non-opposition un petit peu générique. C'est-à-dire, en gros, on se dit, bah, on va mettre toutes les données de santé ensemble parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau scanner ou à chaque fois, enfin, on va pas à chaque fois faire signer des choses, mais par contre, on donne la possibilité qu'à tout moment, on puisse changer d'avis et se dire, bah, là, j'ai pas envie que ce type de données soit. Et c'est toujours le patient qui a raison et qui décide de ce qu'il advient de ces données de santé. Voilà. C'est rassurant. Donc on va revenir un peu aux applications. Donc on a parlé du dépistage. Vous disiez que maintenant l'IA permet même de détecter, enfin de
prédire à l'avance si on a un risque accru de développer un cancer. Bon, on a bien compris que c'était pas en routine, hein, mais que c'était une des possibilités, enfin ce vers quoi on tendait. Il y a Gwenaël qui demande pour les postes, les postes cancer, donc les personnes qui ont eu un cancer qui sont en rémission, est-ce qu'on pourrait prédire aussi leur risque de récidive? Absolument. Donc, tout à fait. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à ça, finalement, de se dire, bah voilà, cette période de surveillance, elle est extrêmement stressante, elle est extrêmement source d'angoisse parce qu'il y a les examens à faire, il y a les choses. Et finalement, ce serait juste formidable de savoir à l'avance si ça va revenir ou si ça va pas revenir, parce que si ça va pas revenir, bah on évite tous ces examens et ce stress et voilà. Et puis si ça va revenir, bah on sait qu'il faut surveiller de façon rapprochée. Donc il y a beaucoup d'outils qui se développent, qui sont pas encore pour le coup utilisés en routine parce qu'ils posent des questions éthiques, hein. C'est une vraie question éthique. C'est difficile de se dire, bah voilà, je suis sûr, enfin l'outil est sûr à 80% que vous allez récidiver de votre cancer. Est-ce qu'on a le droit d'annoncer une récidive avant que la récidive soit visible? Est-ce que c'est va pas au contraire générer encore plus de stress? Est-ce que voilà, il y a des vraies questions humaines et éthiques. Donc bon, on n'est pas encore, mais en tout cas, il y a beaucoup d'outils qui se développent là-dessus pour prédire le risque de récidive, alors, soit à partir des données d'imagerie, soit, et de plus en plus, à partir des données d'anatomopathologie, donc l'aspect des lames au microscope ou le profil moléculaire. Finalement, on est capable d'identifier des tumeurs à plus haut risque de récidive. Et voilà. Donc oui, 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 absolument, ça arrive. Finalement, on peut prédire énormément de choses sur l'évolution naturelle d'un cancer. Son apparition, Ouais. sa réponse au traitement. En Oui. gros, est-ce que ça va répondre à la chimiothérapie? Est-ce que ça vaut le coup de faire une chimiothérapie préopératoire dans mon cancer du sein si ça répond pas? Bah, on se dit non, si ça répond pas, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ça, il y a des outils qui permettent de prédire ça, hein, qui sont pas utilisés en routine, mais voilà. Ça prédit finalement le risque de récidive. On peut même imaginer que ça puisse prédire la mort, le décès, d'accord? Et donc, c'est des vraies questions. Là, on rentre dans des questions un petit peu éthiques, de se dire, bah, autant prédire la récidive, autant prédire, je dirais, la sensibilité à la chimio, ça, on a tous envie de savoir, quoi. Enfin, voilà, si on peut éviter des traitements qui servent à rien et tout ça, prédire la récidive ou prédire le décès par cancer, là, on rentre dans une dimension, on se dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça aujourd'hui? Et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas D'accord. la réponse. Donc dépistage, vous avez parlé de la prédiction de réponse au traitement. Ça, on en est où? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place ou là encore, il va falloir encore attendre un petit peu? Alors, il y a beaucoup d'outils dans différents types de cancers. Là encore récemment, il y a eu un article très récemment publié dans une grande revue scientifique qui a montré que dans le cancer du poumon, donc dans les cancers du poumon métastatiques, il y a des questions qui se posent beaucoup, c'est l'utilisation de l'immunothérapie en plus de la chimiothérapie. Et donc, en fait, l'immunothérapie, c'est pas complètement anodin. Il peut y avoir des grosses toxicités à l'immunothérapie. Et donc, savoir à l'avance s'il faut mettre de l'immunothérapie ou pas d'immunothérapie, en gros, avoir une prédiction de l'intérêt de l'immunothérapie pour traiter ce cancer, c'est un vrai sujet. Et on n'a pas de biomarqueurs, c'est-à-dire en gros de tests parfaits aujourd'hui qui nous disent là, il faut faire de l'immuno ou là, il faut pas la faire. Et là, l'IA, en combinant l'analyse de données à la fois moléculaires et à la fois de données de TEP scanner, donc c'est ça qui c'est chouette, c'est qu'on se met maintenant à intégrer différents types de données, données moléculaires plus TEP scanner, bah, finalement on prédit très très bien s'il va y avoir un intérêt à faire de l'immunothérapie ou pas, avant même de débuter le traitement. Donc oui, on est capable de prédire la réponse, le bénéfice d'un traitement. Après, la difficulté, c'est que là encore, cet outil qui vient d'être publié, il a été entraîné sur un jeu de données particulier, qui est un jeu de données de patients français pris en charge en France. Et donc, est-ce que ça va marcher dans un autre pays? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut étendre dans une autre population? Je n'ai pas exactement la réponse, et même, je dirais qu'on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Et donc, arrive finalement le bénéfice de ces outils d'IA. C'est formidable, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses, mais comment on va les intégrer à notre utilisation en clinique, lesquels on met en place, lesquels on développe, lesquels on utilise au quotidien. Et donc pour ça, il faut qu'on mette en place finalement une autorité de régulation qui aujourd'hui n'existe pas encore. Mais qui soit capable de dire bah ça c'est majeur parce que ça augmente la survie ou parce que il y a enfin alors c'est pas forcément l'augmentation de la survie, ça peut être la réduction d'effets secondaires ou ça peut être voilà, mais il faut qu'il y ait des critères qui soient déterminés pour qu'on sache quels sont les outils qui rendent vraiment service au milieu de tous ceux qui rendent pas service, qui soient évalués de façon robuste par des gens qui connaissent le principe de développement d'une IA parce que
Le développement d'une IA, c'est pas la même chose que le développement d'un médicament. On a parlé des biais sur le dataset d'entraînement. Il faut que les gens qui évaluent ça, ok, cette IA, elle est très forte, elle prédit à 100% le type de cancer. Ok, mais est-ce que ça s'intéresse à une population suffisamment large, suffisamment représentative? Voilà, il faut prendre en compte tout ça. Et aujourd'hui, cette autorité de régulation, elle n'existe pas vraiment. Et je pense qu'une fois qu'on aura réussi à vraiment éclaircir ça, la mise à disposition de ces outils et leur utilisation en routine va être grandement facilitée. Parce qu'aujourd'hui, on est tous là, ah, on a envie, mais on n'ose pas trop parce qu'on ne sait pas déjà qui est responsable si l'IA s'est trompé, on ne sait pas si l'outil est adapté à tel ou tel patient. Enfin, voilà, il reste encore beaucoup de questions. Donc, sur des décisions thérapeutiques rendues par l'IA ou des stratégies thérapeutiques complètement rendues par l'IA, hormis l'exemple dont je vous ai parlé sur les cancers primitifs inconnus où on utilise vraiment, on pose le diagnostic et on décide le traitement vraiment grâce à ça. Je n'ai pas beaucoup d'exemples clairs où euh, il y a eu finalement la communauté internationale qui se soit finalement approprié un outil d'IA avec de telles capacités. Donc finalement, la recherche va un petit peu plus vite que Absolument. l'autorité de santé sur l'évaluation de ces outils. Absolument, et je pense que l'IA est arrivée avec une telle vitesse et tous ces outils d'IA sont arrivés avec une telle vitesse qu'on n'a pas eu le temps de se mettre en ordre de marche sur le plan légal et réglementaire, mais que là, ça devient vraiment urgent. Ça devient vraiment urgent déjà si on veut pas être à la traîne comparativement à d'autres pays, si on veut garder une sorte de souveraineté sur nos données de santé et puis créer nos propres outils d'IA européens ou nationaux, ou voilà, je pense que c'est vraiment important qu'on réagisse et qu'on se secoue un petit peu. Et puis c'est important surtout pour mettre à disposition des patients des outils qui permettent d'améliorer leur prise en charge diagnostique ou thérapeutique et finalement d'améliorer leur vie avec le cancer. Donc je pense que il faut être ouais, il y a une certaine urgence à mettre en place les choses. Alors je sais que les autorités de régulation en sont bien conscientes et s'en occupent et dans quelques jours vous avez le AI Summit qui va avoir lieu et donc voilà, on est conscient de l'importance de ces sujets-là. Mais c'est sûr que ça prend du temps et que les patients et les médecins, on n'a pas le temps et on aimerait que ça aille plus vite. Voilà, La problématique, c'est le timing de nos autorités de santé n'est pas le même que c'est sur ça. celui des patients. On a eu à peu près la même problématique aussi avec les signatures génomiques. Donc, Mm. ces panels de gènes qui permettent de prédire Absolument. la réponse à des chimiothérapies, où Je- les autorités de santé sont en train de les valider au fur et à mesure, mais ça a pris du temps avant que elles s'adaptent à ces nouveaux outils. Donc on espère que voilà, maintenant qu'elles sont entraînées avec les signatures génomiques, qu'elles aillent un peu plus vite. Donc on a parlé de dépistage, prédiction de réponse à un traitement. On a vu là, vous parliez des immunothérapies, on a les thérapies ciblées, on a tout un tas maintenant de traitements qui dépendent de la présence de marqueurs sur les tumeurs. Il y a différentes lignes de traitement aussi. Quand il y en a une qui échappe, enfin qui est quand on est en échec de traitement sur une ligne, on peut avoir une deuxième ligne de traitement. Et je sais pour parler souvent aux oncologues à la sortie des congrès où il y a des nouveaux traitements comme ça qui sortent, des nouveaux marqueurs qui arrivent, que finalement ils sont un peu aussi eux perdus sur voilà, j'ai tel ou tel, voilà, j'ai cette patiente qui a cette tumeur avec tel et tel marqueur, finalement je pourrais utiliser ce traitement ou celui-là. Est-ce que j'utilise celui-là en premier et j'attends qu'il fonctionne plus pour lui donner le deuxième, ou est-ce que je prends un risque en faisant ça? Là, l'IA aussi pourrait aider l'oncologue à choisir sa séquence de traitement. Absolument. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les données scientifiques, et c'est formidable, et il y en a de plus en plus. On est tous, avant, on était des oncologues généralistes, on est tous devenus des oncologues spécialisés maintenant dans un type de pathologie. On n'est plus capable de faire de l'oncologie générale, et c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de médicaments et beaucoup plus de choses qui sont très précises à chaque type de cancer. Donc ça, c'est formidable. Et bien évidemment que effectivement, alors il y a des endroits qui sont archi spécialisés où effectivement il y a accès à tout ce qu'il faut et voilà, mais on peut très bien imaginer qu'il y a quand même une très forte hétérogénéité d'accès à l'information et d'accès à l'ensemble des molécules sur le territoire national. Et donc finalement être capable d'identifier la meilleure stratégie thérapeutique pour une patiente à un temps T donné, ça c'est tout à fait quelque chose qui peut être aidé par l'IA.
Et par exemple, il y a un outil qui est utilisé déjà, c'est finalement l'identification des essais cliniques adaptés à une situation médicale. Et ben, vous avez des outils où en fait vous pouvez rentrer, les médecins rentrent, bah voilà, ma patiente a 50 ans, elle a un cancer du sein, en mettons deuxième ligne de traitement, elle a eu tel truc, et hop, l'outil va être capable de vous identifier les essais cliniques qui sont les plus adaptés et vous dire à quel endroit ils sont ouverts et combien de places il reste. Ça, c'est un gain de temps, mais énorme. Et c'est surtout, ça facilite des tâches qui sont des fois un peu longues pour les médecins ou voilà. Et donc, je pense que c'est absolument formidable d'avoir ces outils qui se développent et qui sont aussi à destination des patients parce que faut très bien dire, bah, moi, j'ai un cancer comme ça, où est-ce que je peux aller me faire soigner, où est-ce qu'il y a un essai potentiellement ouvert dont je peux parler à mon médecin, enfin voilà. Donc oui, absolument. Je dirais, c'est l'IA, c'est un super copilote. On me demande souvent, et vous aviez peut-être prévu la question, mais est-ce que l'IA va remplacer les oncologues et les médecins? Et je dirais non. Et heureusement, l'IA ne remplacera pas les oncologues et les médecins parce que on est des êtres humains et qu'on est quand même, on vit par nos relations sociales et c'est ça très important. Mais ce dont je suis par contre persuadée, c'est que les médecins qui utilisent l'IA vont remplacer les médecins qui n'utilisent pas l'IA. Parce que l'IA aujourd'hui devient une aide. On fera de la meilleure médecine avec l'IA. Ça nous permettra d'avoir plus de temps pour faire des choses humaines et de passer moins de temps sur des choses un petit peu. Voilà. Et puis, il faut pas se leurrer. On sera jamais capable d'apprendre aussi bien qu'un ordinateur toutes les connaissances possibles, et ça, il faut l'admettre. Et donc, voilà. Après, il nous restera le choix de la décision et de la partager avec les patients et de décider ensemble. Et- Il y a NK qui demande dans le cadre du cancer du poumon, mais ça peut être le cas pour d'autres cancers où on connaît beaucoup de mutations. Donc, elle cite ALK, ROS1, RET, MET. Est-ce que l'IA aussi pourrait faciliter l'identification des mutations? Ouais, alors aujourd'hui, les mutations dans les cancers du poumon, globalement, on les détecte bien hein, grâce aux analyses qui sont faites en routine, que ce soit sur des prises de sang, parce qu'on est capable de les détecter sur ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant. C'est des petits morceaux d'ADN de la tumeur qui circulent dans le sang. Une question. Ou bien sur des biopsies des tumeurs, on a des approches de biologie moléculaire qui permettent de bien les détecter. Mais effectivement, c'est des techniques de biologie moléculaire qui prennent un petit peu de temps, ça met une quinzaine de jours d'avoir les résultats, il faut avoir suffisamment de matériel de la biopsie, ou bien il faut qu'il y ait de l'ADN tumoral circulant, et donc il y a des cas où il y a des échecs. Et donc oui, on pourrait très bien imaginer qu'on entraîne l'IA à reconnaître sur des images, par exemple, de scanner, les caractéristiques moléculaires d'un cancer du poumon et finalement de lui dire bah, regarde-moi le scanner et prédis-moi s'il y a une mutation ALK, enfin une fusion ALK, et je suis persuadée que ça marche. Il faut juste être capable de trouver un grand nombre de cas de scanner ALK réarrangés et ALK non réarrangés, mais je suis absolument convaincue que l'IA est capable d'apprendre là-dessus. Donc oui, en soi, c'est possible. Après, est-ce que ça apporte quelque chose de majeur par rapport à ce qu'on fait déjà? C'est peut-être un petit peu moins sûr parce qu'on est capable finalement de bien les identifier. Mais est-ce que dans les cas où on n'y arrive pas, ça pourrait aider? Oui. Voilà. D'accord. Alors, vous disiez hein, que tout l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de données pour nourrir l'IA, mais vous parliez aussi du fait qu'elle peut elle-même regrouper des images pour les mettre en commun. Je parle de ça pour tout ce qui est cancer rare, parce que là, cancer rare, par définition, on n'a pas beaucoup de données pour alimenter l'IA. Donc là, elle est quand même capable de vous aider sur ces cancers rares. Ouais. Alors, dans le cadre des cancers rares, tout est plus compliqué dans les cancers rares parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins de données. Il y a beaucoup moins de patients, il y a beaucoup moins de données. Et puis, du coup, bah, la représentabilité de ces données, elle est encore moins sûre parce que bah, le nombre de données est plus faible. Alors, pour autant, on est capable d'utiliser l'IA quand même sur ces cancers rares, mais ça veut dire deux choses. Soit on essaye d'augmenter le nombre de données, et donc pour ça, il faut bah, essayer de mutualiser ces données au maximum. C'est-à-dire en gros être capable de se dire, bah, là on a besoin de travailler les uns avec les autres et de mettre toutes ces données en commun. Et donc, c'est le partage des données de santé qui est encore Oui, quelque chose. On a parlé tout à l'heure de l'utilisation des données, mais là, on va encore plus loin. C'est le partage. En gros, est-ce que les données de santé d'une femme qui a été traitée à l'Institut Curie, est-ce que on peut les envoyer dans un autre centre aux États-Unis ou à Gustave Roussy ou ailleurs? Enfin, voilà.
Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement réglementé, hein. Il y a des procédures. On ne peut pas envoyer des données de santé comme ça qui on veut, quand on veut. Enfin voilà. Mais c'est sûr que sur les maladies rares, on est obligé de mettre en commun ces données et de partager. Donc nous, enfin moi qui suis spécialiste des cancers rares, on travaille vraiment dans le cadre de réseaux pour essayer de mettre en commun ces données. Bien évidemment, quand les patients ne veulent pas, on ne le fait pas. Mais l'idée, c'est vraiment de mutualiser au plus ces données. Et puis en plus de ça, il faut se dire qu'il y a aussi des outils d'IA qui se développent exprès pour ces données un peu manquantes. Et donc, on est capable aujourd'hui même de générer des données par l'IA. Hein, c'est-à-dire qu'il nous manque des données pour l'IA, mais on va être capable d'utiliser l'IA pour générer des données. Ce qu'on appelle les données synthétiques, par exemple, en gros. Donc, j'ai un type de cancer très rare, j'aimerais en avoir beaucoup plus. Je vais quand même réussir à lui dire, bah, produis-moi des données qui pourraient venir de ça. Et donc, les réutiliser ensuite. Donc, tout ça, c'est un champ qui est très nouveau, hein, qui est très novateur, les données synthétiques, mais c'est extrêmement prometteur et ça va nous permettre d'augmenter bah, justement ces données rares et de pouvoir les analyser mieux. Et puis après, il y a des approches, je dirais vraiment techniques, algorithmiques, des outils de code, d'algorithmes très particuliers pour justement réduire les biais sur ces données-là et essayer de les analyser aussi bien que possible. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus compliqué dans le domaine des cancers rares. D'accord. Vous parliez de la mutualisation des données. Il y a Fatia qui demande est-ce qu'il y a une collaboration internationale ouais, ou déjà, est-ce qu'on le fait déjà au niveau de la France? C'est suffisamment compliqué de collaborer ou Alors, vraiment on peut mutualiser? ce qu'il faut se dire, c'est que la réglementation est extrêmement lourde. Donc, pour avoir le droit de partager des données avec d'autres centres, il y a un certain nombre d'étapes. Déjà, il faut que les patients aient accepté qu'on utilise les données de santé. Et puis ensuite, après, il y a des contrats de collaboration qui se mettent en place avec des tonnes d'étapes juridiques qui se passent. Pour vous donner un exemple, j'ai été contactée pour participer à un projet international de caractérisation de cancers extrêmement rares. Et on avait une petite cohorte à l'Institut Curie. Et donc, j'ai été contactée par l'équipe américaine qui essayait d'assurer une mutualisation de tout ça. Donc, moi, j'avais 5 dossiers patients globalement finalement à envoyer. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait le contrat. Et c'est toujours pas. Voilà. Donc c'est pour vous dire la lourdeur sur le plan juridique, parce qu'il faut que les parties s'entendent, à qui appartiennent les données, on peut réutiliser quoi, etc., etc. C'est extrêmement lourd, extrêmement. Voilà. Pour autant, on le fait, et heureusement. Moi, j'ai plusieurs partenariats européens, nationaux, internationaux en cours, et on a tout intérêt à faire ça, surtout dans le domaine des cancers rares. Mais c'est vrai qu'il y a des pays sont plus ou moins motivés pour partager leurs données. Et donc on sait que par exemple, il y a un certain nombre de données asiatiques qu'on ne récupérera jamais, un certain nombre de données de l'Europe de l'Est qu'on ne récupérera jamais, et avec les États-Unis, c'est en train de devenir compliqué. C'est en train de devenir, et ça va l'être de plus en plus, et on est assez inquiet par rapport à ça. Voilà. D'accord. Donc finalement, là, on parlait aussi des principaux freins de l'IA. C'est finalement, ça va être aussi, on parlait de nos autorités de santé qui doivent se former à l'évaluation de ces nouveaux outils, mais il y a aussi tout ce qui est, bah, ce dont vous parliez, là, toutes les démarches de protection des données, et oui, de collaboration entre pays qui va aussi mettre du coup un peu à mal l'IA, enfin à mal, ralentir en tout cas les applications possibles. Absolument. Je pense que sur le plan français, si on veut parce que le plus simple et le plus rapide serait qu'on ait aussi des outils qu'on peut utiliser en France sur nos patients qui ont été bien développés en France et bien validés en France. Et on peut déjà avancer là-dessus. Et je pense que il est impératif qu'on se mette tous ensemble, les professionnels de santé et les patients et les représentants de patients, parce que votre voix est majeure et elle porte plus que la nôtre. Pour expliquer l'urgence de l'utilisation de ces outils, qui représentent quand même un espoir pour beaucoup de gens. Bien sûr qu'il faut réglementer ça. Bien sûr qu'il faut que ce soit fait de façon adaptée et que n'importe quel outil d'IA peut pas être utilisé n'importe comment. Mais par contre, il faut quand même qu'on accélère le déploiement des outils d'IA qui apportent quelque chose aux patients. Et là, on est parti pour que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, je pense il y a vraiment une réflexion à avoir, un message qu'on peut porter ensemble entre professionnels de santé et patients. Parce que, comme je l'ai dit, votre voix porte plus que la nôtre. Et c'est bien comme ça. Pour que justement, on explique. euh,
qu'on demande une mise à disposition, enfin une accélération sur le déploiement de l'utilisation des données de santé, à la fois pour utiliser des outils d'IA, pour en créer nos propres outils d'IA. On a besoin de faire ça et on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin sur le plan médical. Il faut vraiment qu'on le fasse avec les patients et avec les représentants de patients. C'est hyper important. Oui, c'est ce que dit Catherine, c'est que à vous entendre, on sent bien qu'il y a des disparités du coup en Absolument. égalité territoriale. On peut être suivi dans un centre qui a justement ces outils Absolument. et de la recherche. Absolument, En d'autres. absolument. Et alors que si, quand un médicament est approuvé, bah, il est disponible partout. Et puis il vient s'imposer partout. Tandis que là, on est en train de créer des choses à deux vitesses, c'est-à-dire des centres où il y a de la recherche, où on fait de l'IA et où les patients vont pouvoir rentrer dans des protocoles de recherche, on va s'appuyer dessus, mais on va pas trop le dire parce que c'est pas complètement validé, etc. Et puis d'autres endroits où effectivement il n'y a pas accès à ces ressources-là parce on a aussi besoin de centres qui font du soin et que du soin et c'est aussi tout important et donc il faut que ces outils puissent être accessibles à tout le monde. Alors, ça intéresse beaucoup hein, cette question. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent là, Christelle, Catherine, qui demandent comment à leur niveau elles peuvent justement faire passer ce message-là. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse et probablement que réfléchir avec Rose Up et avec quelques médecins qui travaillent vraiment sur sur l'IA. Euh, pour porter un message commun, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire une sorte de communiqué de presse? Est-ce qu'il faut aller voir les parlementaires directement? Est-ce qu'il faut aller demander un rendez-vous à l'Élysée? Je ne sais pas, je ne connais pas exactement comment il faut faire, mais je pense qu'il faut y réfléchir parce qu'il y a une urgence qui est là et peut-être que la période actuelle avec tout ce qui se passe et ce qui se passe aussi aux États-Unis, la nouvelle présidence, le fait qu'il y a des choses qui vont se fermer. On a encore plus besoin d'être bon dans ce qu'on fait, parce qu'on va pas pouvoir compter toujours sur les copains pour récupérer des outils qui sont développés par les copains. Et si on veut être leader, on a tout à fait la capacité d'être leader. Et ben, il faut qu'on avance ensemble, et donc il faut que ce sujet soit traité de façon urgente. Et donc oui, je pense qu'il faut c'est formidable de pouvoir en parler aujourd'hui déjà, parce que déjà, il faut sensibiliser les patients que c'est très important, les données de santé, et qu'on peut tout à fait comprendre que, que des patients n'aient pas envie de donner, enfin, de permettre la réutilisation des données de santé. Mais il y en a aussi qui y pensent pas, enfin, qui comprennent pas le petit formulaire ou les trucs. Si vous n'êtes pas opposé, mais dites-le parce que ça fait des données en plus qui vont servir pour la science. Et donc ça, c'est majeur. Donc déjà, dire autour de soi que voilà, ça, c'est important. Et puis, se renseigner aussi avec ses soignants, demander aux soignants quelles sont les données de santé qui ont été générées chez moi, et ok, comprendre ce que c'est, et puis accepter ou pas de les partager, mais donner son avis, c'est déjà très important. Parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de récupérer cette information. Est-ce que le patient est d'accord ou pas d'accord? Finalement, on n'arrive pas à la récupérer parce que heureusement, le patient est guéri, il est parti vivre ailleurs, et puis on n'a plus contact avec. Et du coup, bah, c'est des données qu'on peut pas réutiliser parce qu'on n'a pas l'accord. Et donc, voilà, il faut le dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça, déjà, le dire autour de vous, c'est majeur. Et puis ensuite, après, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion et probablement avec plusieurs associations de patients, ça me semble indispensable, qui permettent de faire un message commun sur sur ce sujet-là. Ça me paraît vraiment important. Je le disais en présentation des missions de l'association, donc on défend les droits des femmes touchées par un cancer, mais des fois plus largement les malades de cancer. Nous, on est amené à faire des plaidoyers. On en avait fait justement sur la problématique des signatures génomiques, la validation, la reconnaissance et le remboursement. Là, je pense qu'on est exactement dans la même Bien problématique. sûr, Je bien l'ai sûr. fait et je le ferai remonter aux personnes dans l'association qui s'occupe Parfait. des plaidoyers. Alors, je reviens sur les questions. Il y a une question d'Agnès qui demande, et s'il y a se trompe? Déjà, est-ce qu'on va s'en apercevoir? Et puis, parler de responsabilité. C'est une très très bonne question. L'IA, ça reste des statistiques, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, chaque chose que l'IA va prédire, c'est finalement une prédiction mathématique. Il faut pas oublier ça. Et ça reste des statistiques. Et donc, l'IA, comme toute statistique, peut se tromper. On a tous vu des sondages qui avaient prédit que ça allait être serré l'élection américaine, et puis que finalement, bah voilà. Donc tout peut se tromper, toutes les stats peuvent se tromper. Et donc oui, l'IA peut se tromper.
L'IA peut prédire, par exemple, je reprends notre exemple de cancer de primitif inconnu. Donc, nous, on a des métastases, et puis l'IA, elle nous prédit, ces métastases viennent, par exemple, d'un cancer du poumon. OK. Et elle nous donne un score. Et c'est ça qui est important, c'est qu'elle va nous donner un score. Soit elle dit, je suis sûre à 99,99%. Mhm. Là, vous dites, oh, quand même, c'est quand même très élevé. Soit elle vous dit, je suis sûre mais à 60%. Là, déjà, vous êtes un peu moins sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'IA peut se tromper, et donc il y a une question à laquelle personne n'a la réponse, c'est quand l'IA se trompe, qui est responsable? D'accord? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est le médecin qui a prescrit l'IA? Est-ce que c'est le médecin qui a développé l'IA? Oui. Est-ce que... Voilà. Donc ça, on ne sait pas, et honnêtement, personne ne sait répondre à ça. C'est pour ça que l'IA, aujourd'hui, elle est utilisée toujours avec un être humain derrière, qui a la responsabilité de son utilisation. C'est-à-dire que nous, quand on utilise notre outil qui va nous dire cancer du poumon, et ben derrière, c'est notre responsabilité de se dire, bah, on va confirmer ça avec autre chose. Allons revérifier quand même sur la biopsie que ça colle. Allons revérifier avec les paramètres cliniques. Et puis derrière, on dit, voilà, on valide que c'est ça. Donc, je pense que pas oublier que l'IA est un outil, comme n'importe quel outil, ça peut marcher plus ou moins bien. Bien sûr qu'on veut les outils les plus performants possibles, mais des fois, ça se trompe. Et donc, il faut le savoir. Et donc, il faut former les médecins. Et c'est un de mes derniers messages vraiment importants. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu majeur sur la formation des médecins. Moi, j'ai 39 ans. Je suis passionnée de sciences. Je me suis intéressée aux mathématiques très tôt. Et donc, j'ai été pris dans ce truc-là très tôt. Je vois des collègues, quand on leur parle d'IA, qui sont en panique totale. Mais panique totale. Alors qu'en fait, c'est pas très compliqué. On leur demande pas d'être des geeks. On leur demande juste de connaître deux, trois principes, être capable de savoir, bah voilà, le dataset d'entraînement, c'est pas très compliqué. Est-ce que c'est représentatif de ma population ou pas? Savoir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a un enjeu sur la formation des étudiants en médecine. Les études de médecine n'ont pas beaucoup évolué depuis plusieurs décennies, alors que finalement, la médecine qu'on pratique est en train d'évoluer à une vitesse folle. Et donc, il est indispensable de former les médecins à l'utilisation de ces outils-là. Et donc, moi, j'ai fait tout un plaidoyer à la fac de médecine pour dire, mais là, les plus jeunes, faut les prendre le plus tôt possible. Et ça y est, c'est eux qui vont utiliser l'IA demain. Donc, il y a un vrai sujet. Développer des modules sur l'IA en fac de médecine, des choses comme ça, c'est indispensable. Et puis, il faut mettre des nouveaux métiers à l'hôpital. On a besoin de data scientists à l'hôpital, de gens qui soient capables de nous structurer nos données, de les analyser bien comme il faut, parce que tous les médecins peuvent pas être des geeks, et bien sûr que c'est pas ça qu'on demande à un médecin. Plein de médecins qui vont vous dire, mais moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça, et j'ai pas envie de développer des algorithmes, et c'est pas mon métier. Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pas le rôle des médecins de développer ces nouveaux outils. Par contre, il nous faut des data scientists avec nous, qui, ça, c'est des super données. On va faire ça, on va utiliser tel code, et ça va marcher super bien. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir sur aujourd'hui comment fonctionne notre système de santé, qui est pas encore bien adapté à l'utilisation de l'IA en routine. On n'a pas les machines qu'il faut à l'hôpital, on n'a pas les volumes pour stocker tous ces volumes de données, etc. Et il nous manque des métiers majeurs. Euh, Nous, on est dans un gros centre à l'Institut Curie, il y a de la recherche, il y a des équipements majeurs qui font que l'IA, elle est là, mais on est bien conscient que c'est pas le cas de tous les hôpitaux. Et donc ça aussi, c'est le deuxième sujet qu'il faut amener des autorités de régulation. C'est voilà, c'est déjà là. Il faut réfléchir le fonctionnement du système de santé si on veut que tous les hôpitaux y aient accès et au moins puissent utiliser. C'est pas la peine que tous les hôpitaux créent des nouveaux outils, mais par contre puissent les utiliser de façon robuste. Voilà. Alors, il y a Agnès qui a 52 ans qui dit qu'elle est chercheuse en cancérologie et qu'elle s'est mise à l'IA depuis peu. Donc voilà, c'est possible. Bien Absolument. très âgé, on peut s'y mettre. Alors j'avais encore juste quelques dernières questions là sur les dernières minutes. Vous parliez du fait que l'IA pourrait même prédire avant même qu'il y ait une tumeur qu'un cancer va se développer, si j'ai bien compris ce que vous avez dit au début. Claire, du coup, se demande s'il n'y a pas des risques de surdiagnostic et de surtraitement, comme il peut y avoir avec la mammographie. Ouais, mais c'est vrai. C'est une vraie question. Alors, j'ai pas lu cet article qui est sorti il y a 2 jours ou 3 jours qui donc montre que cet nouvel outil prédit le développement dans les 5 ans. Est-ce qu'on va diagnostiquer des tumeurs qui auraient jamais fait parler d'elles, un petit peu comme tous les cancers de prostate qu'on a diagnostiqués à une époque quand on faisait des prises de sang systématiques et finalement c'est des cancers qui n'ont jamais. Voilà. Donc, euh, je dirais, il y a quand même, ça a quand même été sur de la prédiction du vrai cancer invasif. Ils ont montré que cet outil permettait de prédire le développement d'un vrai cancer invasif. Donc,
pas un petit cancer potentiellement in situ qui bougera jamais, mais un vrai cancer invasif dans les 5 ans. Donc, je pense qu'on est quand même sur des tumeurs qui sont à risque évolutif. Le cancer du sein, c'est quand même pas, même s'il y a des maladies plutôt indolentes, c'est quand même pas la même chose que des cancers de la prostate chez des hommes de 95 ans. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même chose. Et je dirais que, bien sûr, ça va nécessiter d'être confirmé, mais je pense que le risque de surdiagnostic, il est quand même moins important. Mais il existe toujours et je suis entièrement d'accord avec ça. D'accord. Dans les autres applications possibles, alors on comprend hein, que l'IA, finalement, on pourrait l'utiliser un peu pour tout. Il y a Agnès qui demande si on pourrait prédire les risques de séquelles suite à un traitement. Il y a Brigitte qui demande si on pourrait aussi, ça pourrait permettre aussi de déterminer la durée optimale de certains traitements, parce que c'est vrai que on pense à l'hormonothérapie qui est donnée des fois pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans en fonction du risque de rechute. Là aussi, ça pourrait permettre d'affiner un peu plus, de personnaliser un peu plus. Absolument. On est vraiment, en fait, avec l'IA, on est vraiment dans l'ultra personnalisation, à la fois sur le plan de l'efficacité d'un traitement et potentiellement de sa toxicité. Donc, il y a absolument des outils qui ont été démontrés pour analyser sur une prise de sang le risque de prédire sur le risque d'une prise de sang le risque d'avoir des toxicités à la chimiothérapie par des analyses pharmacogénomiques qui marchent super bien. Donc, on est capable de savoir à l'avance. Donc, par exemple, là, c'était une étude avec un traitement à base de sel de platine, une chimiothérapie qui peut donner beaucoup de ce qu'on appelle de neuropathie, donc de picotements dans les extrémités, de déficit sensitif ou moteur. Et il y a certains patients qui même perdent l'audition à cause de la toxicité du cisplatine. Et donc là, ça permettait très vite de savoir quels étaient les patients qui allaient avoir une grosse toxicité neurologique et donc d'emblée de faire un autre sel de platine qui était beaucoup moins toxique, qui était le carboplatine. Donc oui, ça marche bien. On est capable de prédire la toxicité aussi. Donc ça pourrait très bien permettre d'ajuster les doses à l'avance ou potentiellement de finalement de mieux renforcer d'emblée la prévention des effets secondaires chez les patients qui sont potentiellement à risque. Et puis pour la durée du traitement, c'est tout à fait pareil. Finalement, vu qu'on est capable de prédire la sensibilité à un médicament, et ben probablement qu'on doit être capable de savoir combien de temps il va être efficace et combien de temps son utilisation optimale et son utilisation est optimale. Donc oui, tout à fait, c'est des choses qu'on doit être capable de faire avec l'IA. Donc finalement, on a toutes les réponses, que ce soit dans les imageries, dans les analyses de marqueurs, on a toutes les réponses. Le tout, c'est de les analyser correctement, de les... Je pense qu'on a toutes les clés en main. Mhm. Et qu'il y a un enjeu, c'est d'être capable et c'est vraiment ça le point important, et qu'on a tous notre rôle à jouer par rapport à ça. Euh, ces données, c'est des mines d'or. On peut apprendre énormément de choses des données de santé. Et ce qu'il faut, c'est qu'on les utilise sciemment, qu'on les utilise pour des questions pertinentes. Et puis surtout qu'on apprenne de ces données-là. C'est-à-dire qu'en gros, bah, nous, on s'est rendu compte, par exemple, que il nous manquait systématiquement certains types de données dans nos dossiers. Et donc maintenant, on s'est mis à les récupérer. Donc je pense qu'il faut qu'on avance aussi comme ça, qu'on soit flexible. L'IA, elle est mouvante. Tous les jours, elle change. Elle va très vite. Et donc ça aussi, c'est difficile à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, les procédures sont lentes. Et donc avoir cette flexibilité de pouvoir faire bouger des outils, de pouvoir, voilà, c'est finalement un peu un paradoxe dans le monde médical. Mais il va falloir qu'on se secoue un petit peu et puis qu'on va y arriver, quoi. Voilà. Très bien. Eh ben, je vous propose de finir sur cette phrase. On va y arriver. On a tous les moyens nécessaires pour. Merci encore, Dr. Watson, pour ce... Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention très intéressante. Merci à toutes celles qui ont participé à ce webinaire. Donc, je rappelle qu'il sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, comme tous les webinaires tous les webinaires médicaux que voilà. Merci encore, docteur. Merci, bonne journée à toutes et Au tous et revoir. toutes. Au revoir.